Sirte a été véritablement une catastrophe. Mais l'OTAN n'avait pas le choix. Si on voulait dégommer Kadhafi, si je puis dire les choses ainsi, il fallait une intervention de l'OTAN parce que le système tribal est celui-là. Une fois que les tribus de l'Est, qui s'étaient soulevées contre Kadhafi, avaient libéré leur territoire traditionnel, mais ils n'avaient aucune idée de la raison, vu qu'on n'est pas dans un cadre libyen national, pour laquelle ils devaient continuer le combat vers l'ouest et s'attaquer au territoire d'autres tribus. Donc à un certain moment, cette révolte, elle patinait, les tribus de l'Est avaient arrêté, ils avaient libéré leur territoire et ne poursuivaient pas l'offensive vers l'ouest, et donc il a fallu un moment que l'OTAN fasse le travail à leur place. Cette image, bien sûr, terrible, j'étais dans ma salle de cours à l'école européenne le jour où il est arrivé sur les écrans. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on ait pu faire ça. Donc je n'ai aucune sympathie pour le leader libyen, mais cet assassinat de Mouammar Kadhafi, je pense que vous avez tous en mémoire ces images qui ont défilé un peu partout, prises sur des téléphones portables par les rebelles qui l'avaient capturé, dans des circonstances qui sont restées très très peu claires encore, parce qu'au début on avait dit que des avions de l'OTAN avaient touché son convoi et qu'il avait été tué. Ensuite on a eu ces images qui sont apparues, ah zut, c'était pas ça, donc on a dit qu'il avait été attrapé par des rebelles, mais qu'il était gravement blessé, presque mort, et qu'il est mort de ses blessures. Et puis, troisième version, quelques jours après, une de ces images, un de ces films pris par téléphone portable, a montré qu'on lui avait tiré une balle dans la tête, et donc il a été assassiné. Donc zut, c'était pas ça non plus. Troisième version. Il semblerait que les services secrets français, la DGSE, soient liés à son assassinat. Bon, je ne serais pas étonné, vu les éléments maintenant, je ne sais pas si vous avez vu les derniers éléments qui sont sortis il y a 2-3 semaines, qui tendent à prouver clairement que la campagne de Nicolas Sarkozy a été financée en partie sur des fonds libyens. Là, le pauvre, il est de plus en plus coincé, surtout avec les dernières écoutes qui concernent encore autre chose. Donc ça commence à sortir, et que la France de Sarkozy ait souhaité faire taire le guide, quoi qu'il parle dans un grand procès public, ça, ce ne serait pas étonnant du tout. Enfin voilà, la fin de ce régime dictatorial en Libye, mais pas nécessairement la démocratie pour la Libye. Parce qu'aujourd'hui, la Libye, c'est ça, c'est cette image, ce sont ces factions, ce sont ces chefs de tribus qui se sont emparés des arsenaux du régime et qui ne veulent pas rendre leurs armes au gouvernement, parce que c'était bien ça leur objectif, et pas du tout arriver à un État démocratique qui n'existe pas en Libye. J'évoquerai rapidement donc la situation de chaos que connaît la Libye aujourd'hui. Voici l'ambassadeur des États-Unis, plutôt le consul des États-Unis à Benghazi, qui a été massacré par un groupe de miliciens. On dit que ce sont des salafistes, que c'est Al-Qaïda, c'est pas sûr, on ne sait pas, qui sont emparés du consulat, qui ont détruit le consulat et massacré son personnel. Cet homme qui pourtant était un proche ami du Conseil national de transition. Et puis en Libye, on a aussi donc les djihadistes, directement liés à AQMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamiste, et des gens qui circulent vers la Tunisie, vers le Sahara, qui passent en Algérie, qui vont au Mali, qui reviennent. Donc on a également ce problème islamiste qui ne fait que gonfler dans ce pays pétrolier relativement important. Le Yémen. Alors le Yémen, c'est un tout autre cas, pays que personne ne connaît. On va peu souvent en vacances au Yémen, même si Sanaa est une très belle ville, c'est le pays de la reine de Saba, n'est-ce pas, avec une architecture formidable. Au Yémen, on n'a pas du tout un printemps arabe. Vous allez voir ce qui se passe au Yémen. Au Yémen, c'est le président Saleh, Ali Abdallah Saleh, qui gouverne depuis un certain temps. Et le Yémen est un pays en proie à de gros problèmes. Dans le nord-ouest du pays, vous avez la révolte des Houthis. Alors, les Houthis, c'est un groupe de musulmans proches du chiisme,
qui vivent un peu comme des moines. On pourrait les comparer presque aux Amish aux États-Unis. Ils vivent, disons, vraiment selon des traditions, et des traditions morales aussi, et d'honnêteté très poussées, ce qui les amène d'ailleurs à être très respectés par la population, y compris sunnite, au Yémen. Alors, ils se révoltent depuis des années dans le nord du pays contre le gouvernement ultra corrompu de Sanaa. Dans le sud, du côté d'Aden, on a des groupes armés indépendantistes. Je vous rappelle que le Yémen, c'était 2 États à une certaine époque. Dans les années 90, le Yémen a été unifié en un seul État, mais il y a toujours des indépendantistes qui veulent retrouver la situation antérieure de 2 Yémen. Et puis tout l'est du Yémen est aux mains d'Al-Qaïda, et quand on dit Al-Qaïda au Yémen, ce n'est pas comme dans d'autres pays, des petites cellules de 4-5 personnes qui se cachent et font sauter une bombe de temps en temps. Al-Qaïda au Yémen, ce sont des armées de plusieurs milliers d'hommes qui tiennent des régions et des villes entières, et qui ont du matériel militaire très performant. Voilà, finalement, le gouvernement de Sanaa ne contrôle vraiment que la capitale et une large région autour de la capitale qui s'étend vers le sud, contrôle plus ou moins également le sud du pays, mais ni le nord ni l'est. Alors, au Yémen, ça se passait comme ça. Le président Saleh était en relation avec 2 autres personnes avec qui il se partageait le pouvoir. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, le président Saleh, ici avec le général Al-Moshen Al-Ahmar, qui est son demi-frère. D'accord ? Ici, en dessous, nous avons le cheikh Al-Ahmar, qui s'appelle Al-Ahmar, mais qui n'a rien à voir, c'est pas la même famille, avec Ali Moshen Al-Ahmar, qui lui est à la tête d'une coalition de tribus très importante, et qui donc pèse un poids dans la société yéménite. Il est incontournable. Voilà. Le deal entre ces 3 personnes est le suivant. Le cheikh Al-Ahmar bénéficie d'une partie de la manne pétrolière du pays qui est assez faible. Les revenus pétroliers du Yémen, c'est pas grand-chose. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Et le général Al-Moshen, lui, il est à la tête de l'armée et doit succéder à son demi-frère, le président Saleh. Seulement voilà, en 2011, le président Saleh décide, mal lui en pris, qu'il va donner la succession à son fils et pas à son demi-frère. Or, justement, je vais nous repasser en plein écran, justement, si ça peut fonctionner, justement à Sanaa, à ce moment-là, un petit groupe d'étudiants, mais vous savez, 150, 200, pas plus, ont commencé à monter des tentes sur la place devant l'université, et ils réclament la démocratie. C'est le printemps arabe, ça explose en Tunisie, en Égypte, en Libye. Ils pensent qu'on peut changer les choses au Yémen aussi. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le général Moshen, le demi-frère de Saleh, qui est furieux d'être floué du pouvoir, qui est à la tête de l'armée, lance ses troupes contre les forces de l'ordre qui sont envoyées par le président Saleh pour écraser ces quelques centaines d'étudiants qui manifestent. Officiellement, c'est son discours, le général Moshen et l'armée vont au secours des manifestants. Bon, dans l'heure, les manifestants, on n'en parle plus, n'existent plus. Ce seront les soldats du général Al-Moshen contre les forces de l'ordre et une partie de l'armée qui se range du côté du président Saleh, et puis le cheikh Al-Ahmar qui se dit tiens mais qu'est-ce qui est en train de se passer là, moi il ne faudrait pas qu'on me floue non plus, qui envoie ses guerriers de tribu qui vont faire la 3e partie, et c'est la guerre dans Sanaa, on monte des barricades, on se bombarde les uns les autres, on tire à gauche et à droite, les étudiants là-dedans, on n'entend plus parler. Celui qui est très mécontent de la situation, c'est le cheikh, le roi d'Arabie Saoudite, qui a fait du Yémen depuis un certain temps un quasi-protectorat,
protectorat parce qu'il voit Al-Qaïda qui est en train de se développer, il voit à travers les houthis l'influence de l'Iran chiite, anti-wahhabite, donc le wahhabisme c'est la doctrine religieuse et d'une certaine manière politique qui domine en Arabie Saoudite et qui est soutenue par la monarchie saoudienne. Il voit le schisme qui est en train de s'infiltrer via le Yémen assez proche de l'Arabie Saoudite, le Yémen est voisin de l'Arabie Saoudite. Lui s'inquiète de voir l'affaiblissement du gouvernement de Sanaa face à ces révoltes houtistes et islamistes. Il va attraper ces 3 bad boys par le fond de la culotte, les amener de force à Riyad et leur dire « Bon, maintenant, vous vous mettez d'accord, mais vous m'arrêtez tout ça, sinon j'envoie les chars à Sanaa. » On se met d'accord. Al-Akmar va avoir quelques avantages supplémentaires, je parle du cheikh. Le général Moshen aura sa succession prévue comme un bon, et Saleh lui se retire pendant 2 ans du pouvoir, et on choisit quelqu'un pour la transition, en disant voilà, maintenant c'est la démocratie, c'est la victoire des étudiants, vous avez gagné les gamins, on va faire des élections. J'étais au Yémen, à Sanaa, pour les élections. Les Yéménites n'étaient pas dupes, évidemment. Il n'y avait que l'affiche du candidat unique aux élections, que vous voyez ici, qui est élu président, évidemment, il était candidat unique. Le président Hadi, qui est actuellement le président du Yémen, président de transition. Président Hadi, candidat unique, mais la question n'était même pas là de savoir, bon, est-ce que c'est un problème pour des élections libres d'avoir un candidat unique. Entre parenthèses, le président Hadi, c'était le vice-président de Saleh, son meilleur ami, dans le parti unique au pouvoir. Bon. Le problème, c'est que les Yéménites n'ont absolument aucune notion de la démocratie. Je ne parle pas des étudiants de Sciences Po, de l'université de Sanaa, bien entendu, mais la grande majorité des Yéménites n'ont aucune notion de ce qu'est la démocratie. Et d'ailleurs, ça ne les intéresse même pas parce qu'on est véritablement au Yémen, encore plus qu'en Libye, dans une prégnance du fait tribal qui est phénoménal. Et donc, la culture politique du Yémen, c'est d'obéir au chef de tribu. Jamais on va se dire « mais moi je ne suis pas d'accord et je demande un vote contre le chef de la tribu ». Ça n'existe pas, ça. Donc, quand les chefs de tribu ont dit « allez, maintenant, on est tous copains, c'est fini, on ne se bat plus, et on va tous voter pour Hadi », tout le monde a fait une grande fête, aussi bien les partisans de Saleh que d'Al-Akmar, que de Moshen. Et vous avez ici donc les partisans, les guerriers qui soutenaient le président Saleh, que vous voyez derrière lui, c'était la partie de Sanaa qui était aux mains de Saleh, qui sont tous très contents devant ma caméra de montrer leurs doigts ancrés. Ils sont allés voter, et tout va bien à nouveau au Yémen. Le titre du Monde, j'aime bien de temps en temps m'attaquer un peu au Monde, vous doutez pourquoi. Le Monde, c'était « La démocratie a vaincu au Yémen ». Je pense qu'ils n'avaient pas compris grand-chose, mais ils ont quand même eu la gentillesse de publier un gros article que je leur ai répondu quand je suis rentré de Sanaa, comme quoi il y a de l'espoir dans la presse tout de même. Bref, comme disait Jean-Baptiste Alphonse Karr, le philosophe bien connu, la seule constante, mis à part la mort, c'est le changement, en tout cas dans le monde arabe. Plus ça change, plus c'est la même chose. Le Bahreïn, ça va aller très très vite. Le Bahreïn, ça s'est passé en quelques semaines. Bon, la place bien connue du centre de Bahreïn, c'est un tout petit État, le Bahreïn, 100 000 habitants. Voilà la place de la Révolution, les étudiants, les jeunes qui veulent la démocratie. Une jeunesse très éduquée au Bahreïn, un pays très riche, plus gazier que pétrolier d'ailleurs. Et la répression immédiate, l'émir du Bahreïn, qui a demandé tout de suite l'intervention des Saoudiens, et le roi d'Arabie Saoudite, pour protéger son petit allié, a tout de suite envoyé les chars. La presse n'en a quasiment pas parlé, enfin on a parlé un peu du Bahreïn, mais on n'a pas parlé des massacres qui avaient lieu sur place. On n'a pas une presse qui s'est tue véritablement, c'est Al Jazeera, qui n'a presque pas couvert la question. Évidemment, l'émir du Qatar est un proche cousin de l'émir du Bahreïn et tous sont inféodés. Enfin, féodés, ce n'est pas le cas pour le Qatar, mais en tout cas alliés d'une manière ou d'une autre avec l'Arabie Saoudite. Et vous voyez le président Obama, si prompt à faire de grands discours dans d'autres cas, qui s'est tu sur le Bahreïn aussi et qui a tourné le dos à la révolte bahreïnie
Pour quelle raison? Parce que le Bahreïn abrite la 5e flotte américaine qui, dans le golfe Persique, zone éminemment importante évidemment sur le plan géostratégique, assure donc la protection des convois pétroliers qui alimentent notamment les États-Unis. Donc surtout pas se fâcher avec l'émir du Bahreïn. Ça s'est terminé comme ça, très rapidement. Alors pour terminer, la Syrie, évidemment, là, c'est beaucoup plus dramatique encore et c'est beaucoup plus long au niveau du temps sur lequel s'écoule le massacre. La Syrie, c'est un pays que je connais bien puisque je m'y suis rendu 8 fois et la dernière fois, je suis resté 5 mois. Voilà, la Syrie, c'est le président Bachar al-Assad, qui est le successeur de son père, Hafez el-Assad, qui avait pris le pouvoir il y a une quarantaine d'années, le parti unique, le parti Baas. Alors, quand je me suis rendu, comme je vous l'avais dit, au tout début de la révolution syrienne sur le terrain, sillonner le pays dans tous les sens, comme je vous l'ai expliqué, j'ai été relativement étonné de ne pas trouver ce pays à feu et à sang dont les médias nous parlaient. On avait sur Euronews en boucle des images qui nous présentaient des manifestations partout. Comme je vous l'ai expliqué, toutes ces images étaient envoyées par l'opposition, c'était des images très très cadrées. J'en ai étudié des dizaines de ces spots envoyés par l'opposition. Et quand on est sur le terrain, ben voilà à quoi ça ressemblait. C'était quelques centaines de personnes, rapidement réunies, et très localement d'ailleurs, réunies à la sortie des mosquées. Et alors regardez la technique qui était utilisée pour donner un peu plus d'ampleur à la manifestation. Vous voyez, enfin je n'ose plus toucher le curseur pour vous le montrer, mais vous voyez ces fils où on s'écarte d'1 mètre à 1,50 m. Ici c'est une photo qui est prise un peu en hauteur pour justement montrer comment ça fonctionne. Mais si vous êtes au niveau du sol, vous avez l'impression dans une rue que toute la rue est remplie de monde sur 100 mètres. En réalité, il y a beaucoup d'espace entre ces gens, mais c'était une technique pour donner l'impression qu'on avait des manifestations de masse. Alors, pourquoi cette révolution, au début, n'a-t-elle pas été suivie? Et non, contrairement à ce que la presse a dit de moi à l'époque, quand j'écrivais des papiers, notamment dans Le Soir ou la Libre Belgique, où je disais, voilà, il ne se passe pas grand-chose en Syrie, la révolution, il n'y a pas, ce n'est pas un pays à feu et à sang, on peut circuler relativement librement. Rassurez-vous, non, je ne suis pas pro-Assad et je ne faisais pas de la propagande pro-Assad, je n'étais pas payé par le régime comme certains ont été le dire. Pourquoi, comment explique-t-on ce peu d'engouement de la population syrienne pour cette révolution? Parce que Bachar al-Assad n'est pas son père. On n'est plus avec Bachar al-Assad dans l'époque soviétique d'Hafez el-Assad, dans l'époque d'un régime ultra fermé, ultra répressif. Ça ne marche plus comme ça. Bachar al-Assad fait ses études en Occident. Il est marié à une sunnite, alors que lui est alawite, donc ça n'a pas dérangé. Donc les alaouites, c'est la communauté religieuse dont est issu le président, la famille présidentielle des Assad, qui est plutôt d'obédience chiite. Et vous connaissez la grande rivalité entre les chiites et les sunnites. Lui a épousé une femme qui est sunnite. Il est médecin de formation et il a fait beaucoup de choses déjà au niveau de l'évolution du pays. C'est lui qui a ouvert le pays à la téléphonie mobile, qui a permis le développement d'Internet et donné l'accès à Internet à beaucoup de gens, même si Internet est facilement contrôlable par l'État. Il peut être bloqué régulièrement, comme j'en ai fait l'expérience. C'est lui aussi qui a commencé à ouvrir le pays aux sociétés multinationales étrangères, qui a signé des accords diplomatiques, des partenariats diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, pourtant le grand allié, avec Israël par ailleurs, des États-Unis dans la région. C'est lui qui a signé des accords économiques avec la Turquie, qui est membre de l'OTAN, même si c'est un allié, donc si la Syrie reste un allié privilégié de la Russie. Donc c'est un autre monde. C'est le jeune président People, rappelez-vous, il était venu en France à l'invitation des époux Chirac, et il avait été, dans la presse française, on titrait, il avait été qualifié, leur couple a été, ce sont les nouveaux Kennedy. C'est le nouveau couple Kennedy. Voilà, c'est ça Bachar al-Assad, dans le pays aussi, pas seulement à l'extérieur.
il est soutenu par beaucoup de gens aussi. L'autre élément dont il faut tenir compte, c'est que la Syrie, c'est un véritable patchwork confessionnel et communautaire, ethnique. Vous avez des Druzes, des Palestiniens qui vivent, 700 000 Palestiniens qui vivent en Syrie sur une population de 22,5 millions d'habitants. Vous avez des Kurdes, il y a des sunnites, des arabes sunnites, il y a des chiites, il y a les alaouites, il y a des communautés chrétiennes, orthodoxes, catholiques, vous avez une petite communauté juive aussi. C'est très éclaté, la Syrie. Et donc, ceux qui soutiennent le régime, eh bien, sont notamment les alaouites, bien sûr, la communauté du président, mais aussi une grande partie de la bourgeoisie sunnite, parce que tous ces progrès économiques qui ont été faits sous Bachar al-Assad a parfaitement satisfait la bourgeoisie marchande sunnite qui soutient le régime. Vous avez au départ les chrétiens également. Les chrétiens ont très peur, et à juste titre on le voit maintenant, de ce qui est en train de se passer en Syrie, parce qu'en face, les plus radicaux de l'opposition au régime, c'était les frères musulmans. Et aujourd'hui, c'est autre chose, ce sont les salafistes. Les chrétiens en Syrie peuvent vivre tout à fait normalement, exercer les professions qu'ils veulent. L'État syrien est laïque. Le principe du baasisme, c'est un État qui, à l'origine, est laïque et socialiste. Alors, aujourd'hui, le socialisme, bon, il est passé à la trappe en Syrie, mais la laïcité du régime, qui permet à toutes ces communautés de vivre en parfaite harmonie, c'est toujours une réalité. Et puis, bien sûr, il est soutenu internationalement, ce régime, par l'Iran chiite et par, vous le voyez ici au bas de l'écran, par le Hezbollah libanais, qui est donc le mouvement chiite libanais. Alors, il a des chances de tenir ce régime avec ses soutiens internationaux, et j'oubliais bien sûr dans les soutiens internationaux la Russie et la Chine. Et ne soyez pas étonnés si cette grande manifestation qui avait lieu, j'en ai encore vu une comme ça en décembre 2011 à Damas, si ces grandes manifestations n'étaient pas des manifestations d'opposition au régime, mais des manifestations de soutien. Là encore, on m'a taxé de partisan d'Al-Assad parce que j'avais dit ça, mais les grandes manifestations que j'ai vues en Syrie, moi quand j'y étais, c'était des manifestations de soutien au président, pas au parti basse, pas à la dictature, pas au régime, mais au président, qui était une véritable icône, et les gens disaient, mais cet homme va changer le pays, laissez-le faire, on va le soutenir, on va l'aider, il va faire des réformes. Et effectivement, dans plusieurs grands discours, quand les émeutes ont commencé, quand il y a eu des rixes plus que des émeutes dans certaines villes de Syrie, Bachar al-Assad, au Parlement, a promis de réformer complètement le système, et il a promis, c'était pour mai 2012, le 7 mai 2012, de grandes élections libres, législatives et plus tard présidentielles, totalement libres et plus du tout truquées comme ça avait été le cas jusqu'à présent en Syrie, avec la pluralité politique complète, le pluralisme politique, pour faire passer la Syrie dans le XXIe siècle, État moderne qui allait même se rapprocher, disait-il, de l'Occident. Cependant, le 7 mai 2012, les bureaux de vote étaient vides. Les bureaux de vote étaient vides, pourquoi ? Parce que les Syriens ont très vite compris, dans les semaines qui ont précédé le scrutin, que rien n'avait changé. Alors, est-ce la faute du président Bachar al-Assad ? Est-ce la responsabilité de son entourage ? Et oui, Bachar al-Assad n'est pas seul à gouverner. On se demande même si c'est vraiment lui qui gouverne. Ça, on ne le sait pas. On ne peut pas pénétrer à l'intérieur du Baas, du parti, et de toute cette structure qu'il a héritée de son père. Mais les cadres du Baas hérités de son père, et même des jeunes qui ont pris ce pli dans le Baas, manifestement ont empêché les réformes. Peut-être le président lui-même était-il de mauvaise foi, mais ça, je ne peux pas le dire, évidemment. C'est impossible à déterminer. Donc, ont été déclarés inéligibles et souvent même qualifiés de terroristes tous ceux qui n'entraient pas dans la ligne du Baas. Et les listes électorales qui ont été présentées aux élections du 7 mai 2012 étaient évidemment toutes des listes, y compris de partis de marionnettes, qui faisaient croire à un pluralisme politique.
tous ces candidats étaient donc dans la ligne du régime. Les Syriens l'ont bien compris et il y a eu un taux de participation absolument ridicule. Le régime qui était habitué à annoncer des scores de 90-95% en faveur du Baas a annoncé un petit timide 53%. Il n'a pas osé aller plus loin, ce qui est très éloquent de la situation. Et là, alors, les manifestations, de vraies manifestations très importantes, ont commencé à toucher toutes les grandes villes du pays. Je me suis rendu en Syrie pour voir comment ça se passait juste après les élections du 7 mai. Jusque-là, je n'avais pas eu trop de difficultés pour avoir un visa à l'ambassade à Bruxelles, de Syrie à Bruxelles. Cette fois-ci, on ne m'a pas dit non, mais on ne m'a plus donné de visa. Manifestement, les observateurs étrangers, quels qu'ils fussent, n'étaient plus les bienvenus. Et je suis donc passé par le Liban. J'ai eu un visa touristique à la frontière. Un ami d'une ONG libanaise m'a dit, si tu passes par là, par ce poste, tu as un visa sans trop de problèmes pour quelques jours. Hein. Tu trouveras un prétexte, tu vas avoir des amis à Damas ou quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai fait. Et 3 jours après, je traversais le pays, j'avais à nouveau loué une voiture, mais là, véritablement, je ne reconnaissais plus le pays. J'arrive dans la capitale Damas, la ville est en état de siège, il y a des miliciens partout, les bâtiments publics sont protégés par des sacs de sable. Je poursuis vers Homs, vers Hama, je traverse toutes les petites villes sur la grande autoroute qui monte vers Alep. Partout la guerre, des villes en ruine, ce qui est en train de se passer. En quelques semaines, le pays avait vraiment sombré à la fois dans une contestation générale contre le régime et à la fois également dans la répression, une des rares images en direct de l'époque de l'armée qui tire sur les manifestants, qui liquide les manifestants, des morts. J'assiste à quelques cortèges d'ailleurs de manifestants qui portent les cadavres de contestataires, et partout aussi l'armée syrienne libre qui commence à s'organiser, ou plus exactement au départ, des groupes de citoyens, comme vous et moi, des gens tout simples, qui se procurent des armes, parfois pas grand-chose, qui fabriquent leurs grenades eux-mêmes avec de la poudre, des boulons, des bouteilles en verre, etc. Et des groupes un peu partout dans le pays, des groupes de miliciens révolutionnaires désordonnés qui se mettent en place. Un des premiers que j'ai rencontrés, c'était déjà à Homs en décembre. Homs, c'est un cas particulier. Déjà avant les élections, j'avais rencontré les rebelles à Homs. Là, il y avait déjà des mouvements armés, mais pas ailleurs dans le pays. Mais ici, à Talbiché, une petite ville au nord de Homs, on rencontre l'armée syrienne libre qui commence à s'organiser. Alors cette armée syrienne libre va structurer, c'est-à-dire ces groupes de miliciens, ces groupes de révolutionnaires, de citoyens, qui d'abord en fait se sont organisés et armés pour se défendre de la police et de l'armée ensuite qui venait tirer sur les manifestations qui au début étaient pacifiques. Ces groupes d'autodéfense au départ vont de plus en plus se structurer en groupes offensifs. Et finalement, des officiers de l'armée vont décider de lâcher le régime et des militaires également vont déserter et rejoindre progressivement ces groupes de citoyens armés, les organiser pour qu'ils puissent mieux combattre sur le terrain, mieux se défendre, les encadrer. Et finalement, ces officiers de l'armée qui se connaissent entre eux vont coordonner de mieux en mieux, vraiment de mois en mois, c'était visible sur le terrain, tous ces groupes armés pour créer l'armée syrienne libre, qui est une armée laïque, bien encadrée, avec un commandement militaire dans chacun des gouvernorats, ou presque, du pays, qui ont entre eux des correspondances et qui commencent vraiment à devenir une force militaire susceptible de faire tomber le régime. Évidemment, tandis que la Russie et la Chine, notamment, l'Iran bien sûr, envoient du matériel et des financements pour soutenir le régime de Bachar al-Assad, cette armée syrienne libre espère que l'Occident en fera autant à son égard, et en tout cas autant que ça a été fait en Libye par exemple. Voilà, quelques groupes donc, qui se sont organisés ici et là de cette armée syrienne libre. Mais pour l'Occident, on parle beaucoup, on fait des grands discours, mais on n'a rien envoyé à cette armée syrienne libre. Oh si, quelques caisses d'armes qui sont passées ici ou là,
quelques téléphones portables et des ordinateurs. J'étais notamment un jour très surpris, je revenais pour une xème fois au quartier général de l'armée syrienne libre d'Alep, où j'étais en relation avec le colonel Ahmed Jabal al-Okaïdi, qui était le général en chef de cette armée, et qui me recevait toujours à l'état-major. Et un jour, je descends dans une salle en sous-sol de la villa qu'ils occupaient, des ordinateurs Toshiba tout à fait neufs, du matériel satellitaire pour communiquer. Je lui dis, ah bon, vous avez reçu ça d'où? Il me dit, bon, ce serait bien les Français qui nous auraient donné ça. Et puis, je vois un fusil américain, un F-16 américain. Je dis, ah, vous avez des armes aussi? Alors il commence à rigoler, il dit, non, non, on a acheté ça au Liban, on n'a pas les cartouches qui vont avec, on n'en a qu'un. Après, ils l'ont accroché sur le mur de l'état-major et c'est resté là pendant plusieurs jours. Ça, je peux en témoigner, à quelques exceptions près, c'était vraiment très rare. Autrement, systématiquement, la rébellion, jusque tout récemment encore, jusqu'à ma dernière observation, était armée de matériel russe et chinois, c'est-à-dire les Kalachnikov essentiellement, les lance-roquettes RPG mais d'origine russe, prises à l'armée, prises sur le régime, ou achetées à des trafiquants russes, en tout cas pour les djihadistes qui avaient un peu plus d'argent, on va en parler tout de suite. Voilà. Tout le monde parle beaucoup, mais personne ne fait rien. L'Allemagne demande même plutôt de se taire là-dessus, de ne pas trop faire de bruit. Alors pourquoi cette situation? Tout le monde se cache évidemment derrière, c'est le cache-sexe de service, comme on a dit, derrière les vétos russes et chinois. Les Russes et Chinois se sont fait avoir en Libye. Il est clair qu'ils ne vont pas lâcher la Syrie et maintiennent leur veto contre toute intervention étrangère. Mais la question n'est même pas là. En fait, pour les chancelleries occidentales et surtout les États-Unis, il y a un élément clé dans la région, c'est Israël. Il est clair que la Syrie est un pivot de la région démocratique. Voir une Syrie qui vire vers l'État islamique, c'est un danger énorme pour Israël. Or, Bachar al-Assad et Israël n'ont jamais fait la paix officiellement. Il y a toujours des discours très forts, très virulents entre les deux capitales, entre Tel Aviv et Damas. Mais ça s'adresse surtout à leur propre peuple, ça. Et pour Bachar el-Assad, aux Arabes, à tout le monde arabe, pour leur montrer qu'il reste un leader du monde arabe et obtenir leur soutien. En réalité, il y a des modus vivendi depuis très très longtemps entre Israël et la Syrie, et la frontière du Golan, donc les monts Golan entre la Syrie et Israël n'ont jamais été aussi bien protégés que par l'armée syrienne, qui empêche les factions palestiniennes armées que Hafez al-Assad avait hébergées sur son territoire de pénétrer par le Golan pour attaquer et perpétrer des attentats sur le sol israélien. C'est l'armée syrienne qui arrête les Palestiniens et qui tire sur les Palestiniens dans le Golan. Moi, quand j'étais en prison à Damas, dans les prisons du régime, et à Homs, j'ai rencontré beaucoup comme prisonnier arrêté par le régime, j'étais dans des cellules où il y avait beaucoup de Palestiniens. Ça m'a étonné, parce que dans mon analyse, je me dis, mais les Palestiniens veulent soutenir le régime quand même. Tous m'ont dit, mais non, tu n'as rien compris. Nous, ici, on a bien compris que Bachar al-Assad, il roule pour Israël, il a un modus vivendi, la Palestine, c'est fini avec des leaders arabes comme ça. Donc nous, ce qu'on espère, c'est le faire tomber, pour pouvoir ensuite reprendre l'offensive contre Israël à partir de la Syrie. Voilà, donc il est clair que ce qu'a mené comme politique le gouvernement de Washington, ça a été un affaiblissement de l'allié russe, affaiblir au maximum Bachar al-Assad et la Syrie, alliés des Russes et des Chinois, mais ne pas aller jusqu'à le faire tomber, nous sommes bien d'accord, pour éviter de mettre en danger Israël. Et essayer donc progressivement de réaligner le régime syrien et de l'amener à lâcher progressivement la Russie et à se réaligner vers l'Occident. Ça, c'est la politique qui est menée par les chancelleries occidentales. On l'a vu d'ailleurs, lorsque, pourtant tout le monde est d'accord sur l'attaque au gaz à Al-Ghouta dans la banlieue de Damas en août dernier, tout le monde est d'accord, c'est évidemment le régime qui a fait ça. Les États-Unis avaient dit, ça c'est la ligne rouge sur le plan du droit international, s'il attaque son peuple avec des gaz, avec des armes interdites, comme cela, de destruction massive, nous intervenons. Ne jamais faire ça en politique internationale quand on est dirigeant d'un grand État, parce que vous allez amener évidemment ceux qui ont intérêt à franchir la ligne rouge, à la franchir, à faire croire qu'on l'a franchie.
Donc ici, dans la banlieue de Damas, il n'y avait absolument aucune raison pour le régime d'utiliser les gaz. C'était seulement donner des raisons pour la communauté internationale d'intervenir en Syrie, pour l'Occident d'intervenir. Il n'y avait aucun avantage militaire à le faire. C'était stupide si c'est eux qui ont fait ça, si c'est le régime qui a fait ça. Par contre, si ce sont les rebelles, eux, évidemment, alors qu'ils sont en train, depuis plusieurs mois, de perdre du terrain face à l'armée syrienne libre, qui récupère le terrain, en tout cas dans la Syrie utile, c'est-à-dire dans la partie ouest du pays, là où se trouvent les grandes villes et les centres économiques, pour les rebelles, c'était la nécessité d'une intervention étrangère pour leur permettre de s'en sortir, parce que pour le moment, ils sont vraiment en train de perdre la guerre. Donc voilà une réalité plus subtile peut-être de la politique internationale que les grands clivages qu'on nous présente, les États-Unis et Assad, ennemis absolus, non, en aucun cas. Quant à l'Allemagne, j'ai choisi cette illustration un petit peu taquine envers Angela Merkel. Pourquoi ce doigt sur la bouche? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu l'Allemagne sur la Syrie. Pour une bonne raison, l'Allemagne est assez mal prise. Elle voudrait bien, oui, défendre les grands principes comme tous nos chefs d'État, faire de beaux discours en faveur de la démocratie. Mais le problème, c'est que l'Allemagne, qui a renoncé catégoriquement à l'énergie nucléaire, pour des raisons électoralistes de la CDU, du parti d'Angela Merkel, suite à la catastrophe de Fukushima, à ce qui s'est passé au Japon, qui a donné au vert, aux écologistes allemands, un véritable coup de punch. Eh bien, l'Allemagne est obligée maintenant, parce qu'il est évident que les énergies alternatives, éoliennes et autres, énergies vertes, ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire fonctionner l'industrie allemande et pour pouvoir donner de l'électricité au pays. L'Allemagne est obligée maintenant de plus en plus utiliser des énergies fossiles et donc, à la place du nucléaire, va s'approvisionner auprès du grand voisin russe. Donc il est clair que l'Allemagne doit plutôt avoir des rapports plutôt sympathiques avec la Russie, c'est sa politique énergétique, et a été un frein régulièrement dans les négociations au niveau de la Commission européenne pour aide ou pas aide à la rébellion syrienne. Oui, donc voilà ici l'illustration en image, ce que je vous disais des rapports bien connus, je ne vous ai rien appris, israélo-états-uniens, et peut-être, là certains d'entre vous l'auront-ils appris, entre la Russie et l'Allemagne, petite utilité importante. Alors pendant qu'on parle, pendant que les chancelleries occidentales discutent, font des discours, mais en Syrie, la situation est dramatique. Donc, comme on vous l'a dit, j'avais fait 2 semaines, puis une 3e de chroniques quotidiennes depuis Alep. C'était des journées de fou. J'avais un caméraman qui a fait un film aussi avec lui sur la bataille d'Alep, que j'ai retrouvé un jour à genoux en train de pleurer dans la rue après un bombardement. Je peux vous assurer, ce qui se passe est inimaginable. Et les villes de Syrie ressemblent de plus en plus à cela. C'est quasiment généralisé. Des ruines, les guerres urbaines dévastent le paysage, les populations meurent. Les méthodes utilisées, vous avez les hélicoptères de combat qui attaquent parfois des populations qui attendent du pain. J'ai assisté à ça une fois, et 300 personnes, 2 roquettes à fragmentation, les gens étaient déchiquetés. Voilà, c'est une situation vraiment, vraiment catastrophique. Et à un certain moment, bien sûr, la rébellion se dit, mais les Occidentaux ne vont plus nous aider, c'est terminé, et ces gens sont de beaux salauds, passez-moi l'expression. Et j'ai remarqué ça au cours de mes différents voyages, progressivement, une hostilité progressive de la part de la rébellion syrienne, des populations aussi, pas nécessairement des combattants, envers les Occidentaux. J'aime bien cette photo, c'est une photo que j'ai prise à Alep en 2012, juste après un bombardement, et voilà, on avait sorti quelques personnes là, des ruines qui avaient réussi. Et vous avez ici à la fois la colère, j'aime bien cette photo, en plus un ami syrien réfugié au Liban m'a dit c'est peut-être la plus belle photo qu'on ait prise, la plus claire sur la révolution syrienne. On a cette jeune fille qui est en colère, on a la colère de la population syrienne, on a le désarroi de cette autre jeune fille blessée qui se demande mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi on ne vient pas nous aider.
pourquoi on ne vient pas nous aider, c'est la question récurrente que me posent chaque fois les combattants de l'armée libre. Mais qu'est-ce qu'on a? Pourquoi les Libyens et pourquoi pas nous? Qu'est-ce que vous avez comme problème avec nous? Pourquoi vous nous abandonnez? Et puis cette armée libre-là, avec le symbole, le drapeau aux 3 étoiles, et cette main, cette impuissance finalement face à la réalité. Et une réalité qui s'est compliquée, parce que à partir du moment où il n'y a pas d'aide de l'Occident pour l'armée syrienne libre, qui est la composante laïque et originale de la révolution, eh bien il y a d'autres mouvements qui ont commencé à se développer. À commencer par Jabhat al-Nusra, ce qu'on appelle la branche syrienne d'Al-Qaïda, peut-être de manière un peu excessive. Moi, dès les débuts, j'ai rencontré des commandants de Jabhat al-Nusra, je suis allé dans... eux, ils se battaient, c'est des gens très courageux, qui se battaient dans les quartiers les plus durs d'Alep notamment. Je les ai accompagnés au front à plusieurs reprises, j'ai des contacts avec certains de ces commandants. C'est pas Al-Qaïda, ça n'a rien à voir avec les enturbanés, couteaux entre les dents, etc. Bon, certaines brigades peut-être plus que d'autres, mais ce sont surtout des Syriens qui sont entrés dans ces mouvements, qui eux sont financés par les monarchies du Golfe. Financés et armés. Ils m'ont expliqué très clairement comment ça se passe. Les fonds, l'argent arrive du Koweït, d'Arabie Saoudite, du Qatar, directement dans des pays comme la Turquie ou comme le Liban, où les trafiquants d'armes, souvent des Russes d'ailleurs paradoxalement, arrivent, ça se négocie sans que ça passe même par les brigades djihadistes, entre les monarchies du Golfe, des hommes d'affaires des monarchies du Golfe et ces trafiquants d'armes, et ensuite les djihadistes viennent prendre les armes à la frontière. Et ça, j'ai pu souvent, mais à nouveau, des armes essentiellement qui sortent de vieux arsenaux russes, des choses comme ça, rien de très moderne. Ça, j'ai toujours pu le constater, même quand j'étais avec ces brigades. Mais ces brigades ont des armes, ont des grenades, ne doivent pas commencer à trafiquer des bouteilles, comme je vous dis, de soda remplies de poudre, avec des mèches qu'on allume au briquet pour fabriquer des grenades. Ils sont les premiers aussi à avoir eu des lance-roquettes, des RPG, venant des arsenaux russes qui sont vendus, ou de l'ex-Union soviétique, qui sont vendus donc par ces trafiquants d'armes. Et pour la population, ces gens sont très courageux, se battent contre le régime, pour la population en tout cas, qui est du côté de la rébellion, c'est-à-dire pour la grande majorité de la population sunnite. Ces gens, puisqu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de structure d'État pour rendre la justice, pour maintenir l'ordre, ces gens, comme ils sont réputés très honnêtes, très justes, servent de juges. On se tourne vers eux pour avoir des référents, et c'est eux qui commencent à rendre la justice. Et ce qui s'est passé aussi, et ça je l'ai remarqué avec notamment certains amis, parce que certains sont devenus des amis, qui se battaient dans l'armée libre, qui à un moment ont décidé de passer dans les katibas, dans les brigades islamistes. Ils disent, voilà, on est désolé, mais nous, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On a 3 kalachnikovs pour 10, on n'a plus de munitions, on a du mal à aller se battre, donc eux, ils ont des armes. Ils n'ont pas seulement des armes, avec l'argent qu'ils ont, ils ont aussi de la nourriture, parce que c'est 3 ans que ça dure, il faut quand même nourrir ces hommes qui ne travaillent pas, qui se battent. Il faut les habiller, les vêtir. Par exemple, quand j'ai été détenu pendant une semaine par une katiba de Jabhat al-Nusra durant la prise d'otage il y a quelques mois, j'ai vu des caisses qui venaient de Turquie avec des bonnets, des chaussettes, des vêtements, etc. Tout ce qu'il faut pour que ces gens puissent vivre. Donc progressivement, on a ces mouvements djihadistes, islamistes, proprement syriens, qui ne font que gonfler. Dans lesquels, quand même, il faut le dire, progressivement, cette jeunesse acquiert une certaine haine pour l'Occident, et puis aussi s'islamise quand même dans un certain degré. Puis après, il y a des mouvements étrangers. Alors, on a beaucoup parlé de tous ces jeunes qui viennent des villes d'Europe, la Belgique est très concernée, qui sont recrutés chez nous, qui partent dans les filières djihadistes. Alors ça, c'est pas Jabhat al-Nusra, ce ne sont pas des mouvements syriens. Les Syriens ne veulent pas de ces étrangers, ou pas beaucoup en tout cas. Ici, vous voyez sur cette illustration, c'est l'État islamique de l'Irak et du Levant, c'est assez récent, ça ne fait que moins d'1 an qu'ils sont vraiment très implantés sur le terrain. Ils ont créé dans l'est de la Syrie, dans le nord-est, un califat indépendant, le califat d'Arraka, dans le gouvernorat d'Arraka, ils contrôlent la ville et la région. Et ces djihadistes ont réussi à fédérer des mouvements djihadistes, donc ces mouvements djihadistes étrangers,
sont composés de Tchétchènes, d'Irakiens, de Tunisiens, de Libyens, de ces jeunes venus des métropoles européennes aussi. Hein. Tous ces mouvements ont réussi à fédérer autour d'eux les Syriens les plus extrémistes. Et leur objectif, c'est clairement d'établir en Syrie un État islamique qui servira ensuite pour le djihad dans tout le monde arabe, pour réislamiser dans leur vision de l'islam, évidemment, tout le monde arabe, et pour ensuite partir à la conquête de l'Espagne. Ne riez pas, ce sont des discours qu'ils m'ont tenus très clairement, en expliquant voilà, que la terre d'islam est une terre volée aux musulmans. Ça a été le califat de Cordoue, Al-Andalus au Moyen-Âge, etc. Et donc pour eux, c'est une terre à récupérer, et ensuite pour continuer à porter la parole du prophète sur le monde entier. Ces mouvements sont d'autant plus deviennent tellement puissants en Syrie que parfois des mouvements islamistes syriens se battent contre eux. Donc des islamistes syriens se battent contre ces islamistes étrangers et syriens. Voilà la situation de chaos dans laquelle à laquelle on est arrivé en Syrie, avec une armée syrienne libre qui est aujourd'hui sur le terrain, donc les laïcs de la Révolution, qui ne représentent presque plus rien, qui s'est complètement évaporé, hein, notamment par cet effet de vase communicant, où beaucoup de combattants de l'armée libre sont passés dans les milieux islamistes. Certains amis se réfugient aujourd'hui en Turquie, demandent à venir en Europe, me disent Pierre, moi je ne vais pas rester ici, nous dans l'armée libre on n'a plus d'armes, je ne vais pas passer chez les islamistes, ça c'est pas mon combat, et je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas rester dans ce pays-là, je suis en danger, donc je vais essayer d'émigrer, même illégalement, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Je dis bon, je vais essayer de t'aider légalement, mais ça risque d'être difficile, mais voilà la situation à laquelle on arrive. Donc, aujourd'hui, la Syrie, c'est plutôt le combat du gouvernement de Bachar al-Assad face aux islamistes de tous bords, de tout poil. L'armée libre n'existe presque plus, je l'ai dit. Et on a très bien vu l'attitude des États-Unis. Je n'avais pas suivi mon raisonnement jusqu'au bout tout à l'heure. Lorsque il y a eu cette attaque sur Al-Ghouta, l'attaque au gaz, je disais la doxa de la presse, c'était évidemment le gouvernement. La ligne rouge était franchie. Et qu'ont fait les États-Unis, très embêtés de devoir intervenir pour leur crédibilité internationale, eh bien, ils ont saisi immédiatement la porte de sortie que leur tendait Moscou, l'allié de Bachar al-Assad, en disant écoutez, on va mettre ces armes chimiques syriennes sous tutelle internationale, et comme ça, on a un compromis, vous n'intervenez pas. Washington a foncé à la course dans cette porte de sortie, et l'Occident, évidemment, n'est pas intervenu. D'autant moins, aujourd'hui, les velléités d'intervention en Syrie sont d'autant moins vraies que le pays, si on fait tomber le régime de Damas, sera aux mains de ces mouvements djihadistes qui sont déjà présents un peu partout dans le monde arabe.